Et avec nous, Émilie Zapalski. Bonjour Émilie, merci beaucoup d'être la communicante fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Et on accueille dans ce club Pierre Sautreuil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, journaliste au service international de La Croix. On va parler de l'Europe qui organise sa défense face à la menace russe et au revirement de Donald Trump. Les armées européennes peuvent-elles faire sans les États-Unis? Comment financer l'effort de défense? Sébastien Lecornu réunit aujourd'hui les présidents de groupes parlementaires pour faire le point sur la situation. La classe politique est divisée. Alex, on l'a vu hier soir. Oui, notamment sur la question des avoirs gelés de la Russie. Faut-il les utiliser? Eh bien, cette question, elle divise la classe politique française. Et on en parle dans quelques secondes. On va commencer d'abord par notre reportage. Le revirement américain sur l'Ukraine a sidéré les Européens. En réaction, les puissances de l'Union européenne se préparent à cette nouvelle donne géostratégique. Il leur faut se réarmer sur leur sol, limiter la dépendance aux technologies américaines. L'Union européenne cherche donc à réinventer sa relation transatlantique sans pour autant se détourner de l'OTAN. À l'école militaire, ces enjeux étaient au cœur d'un forum de défense. Jonathan Dupriat s'y est rendu. Le réchauffement des relations américano-russes a sidéré les Européens. Esselés dans leur soutien à l'Ukraine, le vieux continent semble obligé d'augmenter rapidement ses capacités de défense et limiter sa dépendance militaire à Washington. Ce sujet était l'un des enjeux du Paris Defense Strategy Forum, un salon où se côtoient militaires, industriels et chercheurs de tous bords. Le changement de posture des États-Unis oblige les Européens, avec d'autres partenaires, je pense au Canada, je pense à l'Australie, je pense au Japon, qui doivent aujourd'hui réfléchir à une nouvelle architecture de sécurité en essayant de maintenir le lien transatlantique, mais en étant plus autonome, plus efficace, parce que la menace russe est une réalité et elle nous concerne tous. Certains parlementaires comme Hélène Conway-Mouret parlent d'un moment de bascule pour l'Europe. Pour la sénatrice, l'Union a su montrer les muscles avec son plan Réarmer l'Europe à 800 milliards. Alors le plan est ambitieux, donc ça force les politiques et c'est très bien à bouger et à bouger vite en se disant qu'il y aura les moyens en effet de mettre en place des politiques, alors que jusqu'à présent, finalement, l'excuse était de dire peut-être que nous pouvons avancer mais nous n'avons pas les moyens de le faire. Pour autant, la Russie, jugée menace de long terme, ne peut être contrecarrée sans l'appui de Washington. Au forum, certains hauts responsables de l'OTAN, comme l'amiral Pierre Vendier, se montrent rassurants au vu des dernières positions officielles du gouvernement américain. Pétain est venu au Conseil de l'Atlantique Nord il y a 3 semaines. Il a dit de manière extrêmement claire, les États-Unis restent impliqués dans l'OTAN, ils veulent un OTAN plus fort, ils ont besoin que les Européens prennent leur charge dans ce débat. C'est extrêmement clair. Le futur ambassadeur à l'OTAN a fait ses auditions au Congrès la semaine dernière, il a dit la même chose. Donc si vous voulez, il y a la négociation, le bruit, Twitter, etc. Il y a une réalité des langages qui ont été posés. Le secrétaire général rencontre Donald Trump cette semaine. Les choses sont crystal clear de notre côté. Une situation claire selon l'OTAN, mais encore floue à bien des égards si l'on regarde les récentes sorties de Donald Trump. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain n'a cessé de remettre en cause l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et notamment son article 5 sur l'assistance mutuelle en cas de conflit. Pierre Sautreuil, est-ce que l'Union européenne est en train, enfin, on a envie de dire, d'organiser sa défense et est-ce qu'elle peut faire sans les Américains? C'est une très vaste question. Il faut voir quoi faire sans les Américains. C'est-à-dire, s'il s'agit de venir en aide à l'Ukraine dans l'immédiat, on peut le faire sur différents segments à court, moyen, plus long terme. On l'a vu là pendant la période qui vient de s'écouler, le gel de l'aide militaire américaine à l'Ukraine a déclenché une vraie réaction et quasiment plus encore le gel du partage du renseignement américain. Là, on a vu la France se mettre en ordre de marche pour voir ce qu'elle pouvait faire pour partager du renseignement. On a vu également les Européens vraiment choqués par cette mesure, se dire en fait, cet allié n'est pas si fiable que ça. Et il va peut-être falloir réfléchir à développer des capacités nous-mêmes et à évaluer la manière dont on se dote en équipement, sachant que pendant longtemps, l'idée était pour certains membres de l'Union européenne de, entre guillemets, acheter la sécurité en achetant du matériel américain. Or, si ce matériel américain ne peut pas, pose un véritable enjeu de dépendance, va avoir un vrai problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à court, moyen et long terme ? Pour venir en aide à l'Ukraine, il s'agirait de fournir des munitions, ça on peut le faire, on monte en capacité depuis 3 ans. Fournir un renseignement de la qualité de celui que fournissent les États-Unis, là
c'est très différent. Maintenant, pour ce qui est d'assurer la sécurité du continent, c'est la même chose. Il y a des capacités sur lesquelles on peut monter en puissance relativement rapidement. Il y en a d'autres, notamment ce qu'on appelle les strategic enablers, c'est-à-dire les capacités stratégiques qui permettent vraiment de structurer les grandes opérations. On repose beaucoup sur les Américains. Là, on parle du transport aérien, du ravitaillement en vol, des structures de commandement et de contrôle. Voilà, il y a des frappes de missiles à longue portée. Tout ça, c'est des choses dont les États-Unis disposent, tandis qu'en Europe, c'est plutôt échantillonnaire. Donc là-dessus, il y aura besoin d'une montée en gamme qui sera peut-être plus progressive. Et c'est là-dessus que beaucoup d'Européens actuellement réfléchissent en se disant est-ce que c'est là qu'on a besoin d'une action concertée parce que ce sont souvent des capacités qui coûtent très cher à développer. Est-ce que c'est là que l'Union européenne peut avoir une action, ou en tout cas l'Union européenne ou un autre format multilatéral peut avoir une action conjointe qui permettrait de mettre en commun des moyens. Pour l'instant, on est... je ne dirais pas qu'on est au tout début de ces réflexions, mais ça vient d'être amorcé, quoi. Je pense que l'Europe de la défense, on a bien vu que c'est incontournable. C'était une idée de Macron depuis 2017 et ça devient une véritable nécessité. Après, c'est le temps, en effet. Et puis, c'est ce qu'on fait en parallèle. Un petit en même temps. On voit bien, et dans ce que vous dites, qu'on ne peut pas tout de suite remplacer les États-Unis. Ça paraît complètement impossible. C'est bien de projeter et d'imaginer une trajectoire défense comme c'est en train de s'organiser, de voir ce qu'on peut mutualiser ou pas au niveau européen. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas oublier toutes les questions intérieures au pays. Parce que là, c'est comme si les États-Unis nous donnaient le là et nous disaient, voilà, il faut regarder là, donc on regarde tous par là et on y va. C'est vrai que l'urgence est là, il y a un contexte quand même qui est assez risqué, mais il ne faut pas oublier, il me semble, le rythme de chacun des pays et de l'Europe elle-même, avec une projection sur autre chose que la défense. Et là, on sent bien qu'il y a cette tentation du président d'imposer ce thème et qui balaye tout, y compris les retraites qui paraîtraient secondaires, le débat là en ce moment, tous les autres sujets. Et à mon avis, ça c'est un risque énorme. Évidemment, c'est compliqué de mener les deux en même temps, mais je pense que c'est un risque énorme pour l'union du pays, pour de nouvelles fractures qui sont déjà là et qui pourraient être renforcées, et pour éventuellement des votes plus extrémistes qui seraient alimentés par tout ça. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... Attention, posons-nous 2 secondes, même si la situation nous amène à réfléchir très vite et à monter en gamme très vite. Je pense que là, il y a une espèce de tentation que je trouve un petit peu dangereuse, quoi. Ouais, et Sébastien Lecornu, qui on le disait, reçoit aujourd'hui les chefs de groupe parlementaires. Est-ce que c'est pour essayer d'apaiser toutes ces tensions, d'expliquer la situation pour espérer rallier et de faire une union nationale la plus large possible ? En fait, je vous rejoins sur ce point-là, c'est-à-dire si les efforts à fournir, et il y en aura certainement à fournir, implique de toucher à des équilibres qui ne sont pas supportables pour les Français, ça va être compliqué. Maintenant, c'est aussi des choix politiques et il revient aux politiques de convaincre, quoi. Donc c'est là effectivement que les actions pour rassembler les parlementaires, ça n'oblitère pas le jeu politique, mais la communication à l'endroit de l'opinion publique, rassembler les parlementaires, etc., a pour objectif justement de convaincre que l'effort est nécessaire, que ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son allocution le 5 mars, on est dans une nouvelle ère. Voilà, il s'agit de le démontrer, de le faire comprendre aux Français. Le but, en fait, il ne m'appartient pas de dire ce qu'il faut faire, mais le but, c'est aussi que le débat soit informé. Il y a un manque d'information aujourd'hui ? Je pense pas. Il y a eu un progrès, c'est-à-dire quand on parle avec des experts de la défense, nous en tant que journalistes, moi il m'est arrivé plusieurs fois de les entendre dire c'est formidable le bond qu'on fait, par exemple les journalistes en compétences sur la défense depuis 3 ans, quoi. Je me souviens qui me disait, qui me demandait si un missile sol-air ça marche comme un panneau solaire. Enfin, donc c'est bien, on progresse parce que c'était la même chose sur l'énergie, maintenant sur la défense. Nous aussi, on a dû s'y mettre du coup. Et maintenant ils disent on entre dans des débats très complexes, notamment sur l'Europe de la défense, qui est un millefeuille
très complexe. Et désormais, ils disent oui, il y a une vraie montée en compétences. Et les médias sont plus les uniques sources d'information, mais ça permet tout de même d'avoir de mieux faire comprendre les enjeux. Donc ça, c'est qu'un seul segment. Mais les médias sont montés aussi en gamme sur la finance. Et je pense que ça, c'est une question importante aussi quand on parle de ce débat-là. Parce que je pense que si les Français et les Françaises sont conscients du danger, du risque de ne pas avoir de défense, et donc qu'il faut augmenter ça, ils sont conscients aussi que les quoi qu'il en coûte, ça donnait pas forcément des bons résultats. Le quoi qu'il en coûte militaire, je pense qu'ils en ont peur parce que on a vu la dette exploser. En fait, la décision du quoi qu'il en coûte, pourquoi pas ? L'Europe nous donne un petit peu du lâche là-dessus, du lest, avec tout ce qui est possible, notamment les 150 millions de prêts bonifiés qui pourraient être réalisés. Mais pourquoi faire ? Je pense milliards, pardon. Oui, sinon ça serait un petit peu ridicule. Mais pourquoi faire ? C'est ça. Et je pense qu'Emmanuel Macron a eu un petit peu le chéquier facile. Sur la crise Covid. Et là, on retrouve un petit peu le même réflexe de dire allez, on y va, quoi qu'il en coûte militaire, et on verra après ce qui se passe. On a vu que les plans de relance, oui, ça donnait des résultats, mais pas autant que ce qu'on imaginait. Donc le service après-vente des quoi qu'il en coûte, et même la stratégie du quoi qu'il en coûte militaire, il est super important. Et là, j'ai l'impression qu'on va un peu vite en besogne et qu'on se dit du moment qu'il y a de l'argent et qu'on lance le mouvement, ça marchera. En fait, je suis d'accord, mais que dans une certaine mesure, dans la mesure où ce débat, il est aussi européen, quoi. C'est-à-dire le débat sur les modalités de financement. Là, pour l'instant, le plan à 800 milliards, entre guillemets, quand on regarde dans le détail, c'est pas un plan, c'est pas des budgets qui ont été annoncés. En fait, sur les 800 milliards, 650 milliards sont des prêts bonifiés ou les prêts bonifiés, c'est 150 milliards, et là-dessus, le reste, des encouragements aux États à dépenser sortis des critères de Maastricht. C'est la levée de contraintes budgétaires. Oui, mais ça fait pas une stratégie. C'est un début. Et en fait, c'est pas une stratégie ni européenne ni au niveau national de chaque pays. Lever une contrainte en soi, c'est pas inutile, mais ce n'est pas, c'est pas le plan de relance post-Covid à 750 milliards qui avait été annoncé. Pour l'instant. Donc il y a des débats, faut-il un emprunt commun ? Il y a encore des réticences de la part de certains partenaires européens. D'autres pistes existent, la saisie des avoirs russes notamment. Et justement, on va en parler, puisque ces débats ils ont eu lieu hier à l'Assemblée nationale autour d'une résolution sur l'Ukraine, Alex. Et justement, l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer le soutien à l'Ukraine et la sécurité de l'Europe, ça a fait débat. Oui, on le rappelle, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, l'Union européenne a gelé les capitaux russes présents dans les banques européennes, 25 milliards d'euros d'avoirs privés, 210 milliards d'euros d'actifs publics de la Banque centrale de Russie. Alors pour financer le soutien à l'Ukraine, l'Union européenne utilise seulement les intérêts de ces avoirs financiers russes qui se sont élevés à 4,4 milliards d'euros en 2023. Mais face à une aide américaine à l'Ukraine qui est de plus en plus imprévisible et la nécessité de renforcer l'aide européenne, eh bien certains parlementaires en appellent à utiliser les avoirs eux-mêmes, autrement dit les 210 milliards d'euros de la Banque centrale de Russie. On va écouter un sénateur socialiste hier aux questions d'actualité au gouvernement. Les Ukrainiens attendent des gestes forts de l'Europe et la Russie ne peut se prévaloir d'une règle de protection légale de ses actifs alors que M. Poutine piétine le droit international. L'utilisation de ces fonds contribuerait à inverser le sentiment d'impunité de la Russie et pourrait même être un élément de négociation. Alors pour l'instant, le président de la République, Emmanuel Macron, est contre l'utilisation de ces avoirs russes gelés, tout comme le gouvernement. On va écouter le ministre de l'économie. Le risque, si nous faisions autrement, d'abord nous perdrions le produit de ces fonds qui permettent de soutenir l'Ukraine. Et puis il y a une question aussi pour un pays avec lequel nous ne sommes pas en guerre, qui a ces fonds chez nous, d'une déstabilisation financière de nos marchés si ces fonds venaient à être confisqués. Et hier, à l'Assemblée nationale, les députés ont donc adopté une proposition de résolution pour renforcer le soutien à l'Ukraine. Et ils ont adopté quelque chose qui appelle à utiliser ces avoirs russes gelés. Et oui, un texte porté par le groupe Lyot à l'Assemblée nationale, mais aussi par les députés du bloc central, le groupe Ensemble pour la République, c'est-à-dire les députés Renaissance, le groupe Modem, des députés du bloc central, qui d'ailleurs, contrairement au gouvernement, soutiennent l'utilisation de ces avoirs russes gelés. Nous, ce que nous proposons, c'est de mobiliser les avoirs gelés qui sont aujourd'hui à notre disposition. Et je trouve que l'inversion des responsabilités ou le débat qui est aujourd'hui amorcé par des groupes qui sont proches de la Russie ici à l'Assemblée nationale est une manière de protéger les avoirs de la Russie sur le continent, sur le territoire européen. Moi, je propose qu'on les saisisse et qu'on les utilise. Mais du côté du Rassemblement national, hors de question de toucher à ces avoirs du pouvoir russe. La question des avoirs russes est une fois plus un mensonge fait aux Français. Nous, on a demandé des informations sur ces avoirs, mais surtout sur les avoirs français en Russie. Si aujourd'hui,
il y a plus d'avoirs français en Russie qu'à due proportion d'avoirs russes en France. Ça veut dire que les Français paieront plus cher que ça ne rapporte. Donc tout le monde est sur sa chaise, enfin les macronistes et la gauche s'agitent en faisant une formule magique. Comme si, et d'ailleurs ils veulent faire croire aux Français en fait qu'on pourrait faire la guerre à la Russie sans que ça coûte un centime aux Français parce qu'il y aurait une caisse magique, il y aurait un magot caché. Le Rassemblement national qui s'est abstenu lors du vote de cette résolution de soutien à l'Ukraine, alors que les Insoumis et les communistes ont voté contre. Alors, on est dans un débat politique autour d'arguments juridiques, finalement, Pierre. Oui, complètement. Les risques sur la saisie des avoirs, on peut les comprendre. Il y a une crainte de déstabilisation de la zone euro, etc., crainte de faire fuir les investisseurs étrangers. Maintenant, c'est effectivement un débat qui est profondément politique, dans le sens où on évalue les risques et les potentiels profits. C'est-à-dire, effectivement, ça peut sembler facile d'aller saisir ces avoirs et de soutenir l'Ukraine avec l'argent des Russes. Ça paraît formidable. Maintenant, c'est un calcul économique, c'est-à-dire combien on va perdre et en fait, quelles économies ça va nous faire faire. C'est-à-dire, nous, effectivement, on est dans ce débat de savoir comment on va financer cet effort de défense supplémentaire. Bon, maintenant, est-ce que c'est une solution pérenne? Parce que cet effort de défense supplémentaire, il faudra le faire dans le temps long. En fait, là, on va avoir une très grosse poire pour la soif à l'échelle du continent européen. Ça ne suffira pas à monter de manière pérenne à 3% de dépenses, 3% du PIB consacré à la défense. Donc ça, c'est un point. Là où c'est une question politique, il faut évaluer à terme cela, envoyer un message. Il y a quelque chose qui me semble assez clair, c'est que ça peut aussi avoir une valeur de dissuasion, en fait. C'est-à-dire si l'Europe est capable de dire si vous agressez le continent européen, on prend vos avoirs. Ça peut dissuader Vladimir Poutine. Oui, et plus à l'ouest aussi. C'est-à-dire si d'aventure une autre superpuissance veut saisir le Groenland, ça peut avoir une valeur dissuasive. Ça, c'est un point. Et puis une dernière chose, est-ce que les investisseurs étrangers sont capables de faire la différence entre d'autres comportements litigieux? On voit par exemple les Émirats arabes unis investissent 30 milliards, 50 milliards dans des data centers en France suite au sommet sur l'IA. Est-ce qu'on craint que les Émirats arabes unis aillent investir leur argent ailleurs parce qu'ils pourraient avoir des actions qui sont critiquables sur le sol africain, par exemple? Est-ce qu'ils sont capables de faire la défense entre soutenir des milices au Soudan et le déclenchement d'une guerre de haute intensité, la plus grande depuis 1945? Ouais. Et Émilie, on va terminer là-dessus. Est-ce que du coup, ce débat, il réactive quand même beaucoup de clivages politiques? Oui, il réactive beaucoup de clivages politiques. Il montre aussi les liens un petit peu pro-russes quand même de certains, et notamment le RN. On voit bien qu'ils sont de toute façon en difficulté sur ce sujet de l'Ukraine. Ils se sont abstenus hier. Ils se sont abstenus. Insoumis, les communistes ont voté contre. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un clivage et on voit bien qu'il y a une espèce de bloc central qui se reconstitue sur une espèce de responsabilité un peu plus lucide autour de ça. Après, moi, je pense qu'il y a quand même une question éthique parce que oui, on se dit c'est une manne financière, même si on se passe des intérêts, comme dit notre ministre de l'économie, ça c'est un peu dommage. Mais il y a une question éthique de est-ce qu'on utilise les mêmes armes entre guillemets que nos ennemis, donc y compris des choses qui juridiquement sont, si j'ai bien compris, c'est un peu bancal quand même. Est-ce que c'est intéressant pour l'Europe? Et ça, c'est un positionnement qui, à mon avis, demande réflexion. Est-ce que la philosophie de l'Europe, c'est de s'abaisser aux mêmes armes, aux mêmes pas corruption, j'allais dire, mais action un petit peu très très bancale de ce côté-là. Et moi, je pense que ça vaut le coup d'être questionné. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On continue évidemment à parler de ce sujet, c'est à la une de la presse régionale. C'est donc la guerre en Ukraine qui fait la une de la presse régionale. Oui, et tous les regards sont tournés vers un homme, vers Vladimir Poutine, après l'accord autour d'un projet de cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine, accord entre l'Ukraine et les États-Unis. À Poutine de jouer, titre le journal Le Télégramme. Poutine sous pression, estime la dépêche du Midi. Donald Trump a annoncé que des négociateurs américains allaient se rendre à Moscou pour convaincre la Russie d'accepter ce cessez-le-feu. Un espoir de trêve alors que les combats continuent dans plusieurs territoires ukrainiens et dans la localité russe de Koursk.
Kursk, occupée par les Ukrainiens, mais que les Russes sont en train de reprendre. Dans ce contexte, des entreprises françaises se préparent à entrer dans une éventuelle économie de guerre. Ils font la une du journal Le Progrès de Lyon, mais ils sont quand même dans l'attente de directives claires de la part de l'État. C'est le cas de MI Industrie, entreprise auvergnate de mécanique de précision. La défense représente 20% de son activité. Son directeur est prêt à répondre aux attentes, mais se dit dans l'expectative, tout comme le groupe ACI, 1600 salariés, qui fabrique notamment des pièces pour les canons César dans son usine de Saint-Étienne. Je cite le patron, on anticipe d'éventuelles demandes dans les prochains mois, mais rien n'est encore engagé. L'incroyable assassinat d'un caïd grenoblois à la une du Dauphiné. Oui, Jean-Pierre Maldera, 71 ans, ancienne figure du grand banditisme à Grenoble, condamné à de multiples reprises pour braquage, proxénétisme et extorsion de fonds. Il était 10h du matin hier sur l'autoroute A41 entre Grenoble et Chambéry. Quant au volant de sa voiture, il est attaqué à la Kalachnikov par un autre véhicule. Il tente de s'échapper de sa voiture et de partir en courant. La voiture fait demi-tour, prend l'autoroute à contresens et le percute. Il succombe très vite à ses blessures. Cet assassinat s'est déroulé sous les yeux de nombreux automobilistes. En Corse, une solution pour lutter contre les déserts médicaux. Et oui, le Médicobus a été lancé sur l'île de Beauté, une sorte de cabinet médical mobile. C'est à la une de Corse Matin. Pour l'un des médecins qui va consulter dans ce Médicobus, il s'agit, je cite, de faire un travail de prévention, notamment dans le domaine de la gynécologie et de la pédiatrie, de manière à aider les patients et à soulager les médecins de village qui n'ont pas le temps de tout faire. Et puis, il n'y aura pas de second club français en quart de finale de la Ligue des Champions. Eh ben non, après la belle victoire du PSG mardi soir, Lille s'est inclinée hier soir en 8e de finale de la Ligue des Champions contre les Allemands du Borussia Dortmund, 2-1. Mais c'était une si belle aventure, titre le journal La Voix du Nord, car on le rappelle, dans cette campagne européenne, le LOSC a battu deux grands clubs européens, le Real Madrid et l'Atlético Madrid, deux victoires qui resteront gravées, c'est sûr, dans la mémoire des supporters lillois. Il y en a qui sont contents, il y en a une qui est contente en régie. Merci beaucoup. Merci Alex. Merci Pierre d'avoir été avec nous à la une de La Croix. L'Ukraine respire, l'Europe se ressaisit. C'est à la une de votre journal. Et merci Émilie d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hutt pour Sens Public. On se retrouve demain. Très bonne journée.